Je me présente, je suis Angélique Telonia-Frachis, je suis économiste au sein d'EPUR, l'agence d'urbanisme des territoires ligériens. Aujourd'hui, je vais vous présenter les principaux résultats issus d'une publication que l'on a réalisée fin d'année dernière sur l'intelligence artificielle et ses impacts sur l'emploi avec une application au territoire ligérien. Donc, la publication s'intitule Demain travailler avec e-attention. Euh, Elle est donc disponible sur notre site internet et nous ne manquerons pas de vous la faire parvenir euh, suite à ce webinaire. Donc, pour débuter, quelques mots introductifs. On parle beaucoup en fait d'intelligence artificielle ces dernières années, mais en fait, l'intelligence artificielle n'est pas toute jeune. Elle date en fait de 1956. En revanche, elle a connu de nombreuses vagues de développement et sur une période en fait récente, elle connaît notamment un essor vraiment exponentiel, une croissance très rapide, puisque le marché mondial en fait de l'intelligence donc artificielle s'élève à 400 milliards de dollars en 2025. Il faut savoir que le marché a été multiplié en fait par 4 entre 2021 et 2025. Ce qui explique en fait ce grand boom, c'est particulièrement l'intelligence artificielle générative. Et c'est principalement celle-ci qui va impacter en fait nos emplois. Donc les gouvernements se sont saisis également de cette question. En février 2025, Paris a organisé le sommet international de l'action pour l'intelligence artificielle. Cela s'inscrivait dans une stratégie française de positionner la France en tant que leader mondial en matière d'intelligence artificielle. Et les objectifs du coup recherchés étaient multiples. Tout d'abord, l'accompagnement des petites et moyennes entreprises afin de faire en sorte qu'elles intègrent des solutions d'IA et qu'elles montent en compétences. D'autre part, le développement de l'offre de formation euh, avec des enseignements du coup dédiés à l'intelligence artificielle de manière à augmenter le nombre d'étudiants formés dans cette discipline et donc évidemment nos futurs salariés, de capter une part plus importante du marché mondial de l'IA, à savoir viser 15% en fait du marché mondial, et puis identifier 35 sites d'accueil, donc 35 en fait data centers, afin d'avoir des espaces de stockage des données numériques. Donc on le voit hein, aujourd'hui, le développement économique, il va passer par la capacité du coup des entreprises à intégrer l'intelligence artificielle ou à travailler avec des offreurs de solutions. Le travail qui a été réalisé dans le cadre de cette publication consiste finalement à réfléchir sur les nouvelles compétences que les entreprises vont devoir acquérir et sur la manière dont les territoires vont pouvoir accompagner ces entreprises et adapter l'offre de formation, ce qui relève d'un réel enjeu. Donc, je vais démarrer par une première partie, donc IA, mode d'emploi, euh, afin donc déjà de définir ce que l'on entend par intelligence artificielle. Donc, pour cela, on va se baser sur une définition d'Amaury Abrard, donc qui est un professeur chercheur au laboratoire Hubert Curien de l'université Jean Monnet de Saint-Étienne, et donc qui définit l'intelligence artificielle comme l'ensemble des technologies, des méthodes et des systèmes informatiques conçus pour stimuler
simuler ou reproduire les capacités humaines liées à l'intelligence. Donc, vous le voyez dans le schéma qui est donc présent sur la diapo. L'intelligence artificielle, elle est protéiforme, hein. Elle va prendre en compte tous les petits champs en fait qui sont mentionnés, donc la vision, le raisonnement, l'apprentissage automatique et tous les autres que vous voyez. Aujourd'hui, on peut dire en fait qu'il existe trois types d'intelligence artificielle. Alors, deux types d'intelligence artificielle qui sont déjà développés et un autre type qui est en voie de développement. Donc, tout d'abord, l'intelligence artificielle faible. Donc, elle est conçue en fait pour réaliser une seule tâche spécifique, mais elle ne comprend pas ce qu'elle fait. Elle n'a pas de conscience. Donc, c'est l'intelligence en fait artificielle qui est déjà bien développée dans nos entreprises depuis pas mal d'années. Ça va être par exemple les assistants vocaux, les systèmes de reconnaissance faciale, etc. On a ensuite l'intelligence artificielle forte. Donc, l'intelligence artificielle forte, aujourd'hui, elle n'existe pas. Mais il faut savoir que beaucoup de travaux de recherche essaient de s'en approcher. On est en fait sur une intelligence artificielle qui parviendrait à comprendre, à raisonner et qui pourrait, à l'avenir, potentiellement prendre des décisions de manière autonome. Donc, ce qui n'est pas sans poser de questions en matière éthique. Et puis, donc, il y a l'intelligence artificielle générative, euh, donc qui ne va pas comprendre en fait ce qu'elle génère, mais qui est pour autant capable d'imiter la créativité humaine. Et en fait, c'est cette intelligence artificielle générative aujourd'hui qui va créer donc du contenu textuel, visuel, automatique à partir de modèles préentraînés ou à partir de plusieurs jeux de données qu'elle va être en capacité de traiter. Donc derrière, on va retrouver tous les outils de type ChatGPT, Midjourney, Synthesia ou encore MusicLM. En termes d'enjeux, c'est vraiment donc l'intelligence artificielle générative qui est susceptible aujourd'hui d'entraîner voilà, les impacts les plus importants sur l'emploi. Et donc, c'est principalement donc, sur cela que va se porter la présentation du jour. Donc, une première en fait diapositive donc adaptée à l'échelle donc du territoire avec une statistique donc d'une entreprise ligérienne sur 10 qui met aujourd'hui en œuvre l'intelligence artificielle sous l'impulsion de sa direction. Alors attention hein, sur cette statistique-là, j'en donnerai d'autres un petit peu plus tard. On n'est pas sur une entreprise sur 10 qui utilise l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que si on prend finalement en compte chaque salarié, chacun peut avoir une utilisation de certains outils. Là, on est vraiment sur la part des entreprises qui font l'objet d'une politique, on va dire, managériale en matière d'intelligence artificielle. Donc, il faut savoir que le niveau ligérien se situe au même niveau que le niveau national. Hein, la part, elle est très, très proche. Et sans grande surprise, on constate des différences très significatives selon les secteurs d'activité. En l'occurrence, la part va être supérieure à 40% pour les entreprises de l'information et de la communication. Donc, ce qui n'est pas surprenant puisqu'on est sur des entreprises qui travaillent du coup directement avec les technologies du numérique. Cette part
quand on parle en fait d'entreprises qui travaillent dans l'information et la communication, on évoque aussi bien les entreprises industrielles, à savoir les fabricants, par exemple, de technologies d'information et de la communication, que des entreprises de services, à l'image des entreprises qui vont travailler dans l'édition de logiciels, dans l'audiovisuel, dans les services informatiques ou dans les télécommunications. Ensuite, on a donc des entreprises dont, du coup, la part d'impulsion, on va dire, managériale en matière d'IA est davantage comprise entre 10% et 20%. Et là, donc, ça va concerner les entreprises de l'ingénierie, de l'immobilier et des services administratifs. On verra plus tard que ce sont également elles qui comptabilisent le plus d'emplois en matière d'IA. Donc, il y a aussi une corrélation finalement entre le fait d'impulser l'intégration de ce type d'outils et les emplois après concernés en matière d'IA dans ces entités. Enfin, à ce stade-là, on observe là également, sans grande surprise, que les entreprises qui vont mettre en place justement des process en matière d'IA sont d'autant plus nombreuses qu'elles vont être de grande taille. En fait, aujourd'hui, on a à peu près un tiers des entreprises de plus de 250 salariés qui vont donc vraiment intégrer voilà, ces dispositifs de manière poussée vis-à-vis de leurs managers. Donc, ça peut s'expliquer par le fait qu'on est sur des entreprises qui ont des ressources financières plus importantes, qui disposent souvent également d'une main-d'œuvre spécialisée dans ces domaines-là. Et ce sont également des entreprises qui sont davantage en fait liées avec les centres de recherche et qui donc arrivent plus facilement finalement à intégrer ces méthodes. Et à contrario, la part sera inférieure en fait à 7% chez les entreprises de moins de 20 salariés, même si on constate de manière très claire une utilisation croissante de l'IA parmi ces entreprises-là et surtout une tendance à l'externalisation. C'est-à-dire qu'à défaut de mettre en place des politiques en fait internes basées sur l'IA, ces entreprises-là, par contre, ont une tendance à faire appel à des offreurs de solutions. Donc, à partir de là, on peut se demander justement, donc, parmi ces entreprises qui mettent en place en fait des politiques managériales en matière d'IA, quelle est l'utilisation qui en est faite. Donc, en fait, ce schéma, ce tableau, on peut le résumer en deux grandes familles d'utilisation. Premièrement, l'IA est utilisée pour automatiser des tâches répétitives de manière à faire gagner du temps, à se concentrer sur des tâches plus importantes et à améliorer la façon dont le travail est organisé au sein des entreprises. Donc, c'est là qu'on va retrouver, par exemple, une IA qui va faciliter la saisie du coup des factures, qui va aider à générer des devis, qui va pouvoir également ajuster des stocks. Et puis, donc, deuxième grande famille, ça va être l'utilisation de l'IA de manière plus efficiente, de manière en fait à adapter les actions et à prendre du coup de meilleures décisions. Donc là, on fait appel à l'IA pour aider à traiter les données, mais également à les analyser de manière plus efficace et à personnaliser davantage les actions. Donc, de manière concrète, ça peut être utiliser l'IA pour anticiper les besoins de production ou également analyser des ventes pour mieux cibler, par exemple, des offres promotionnelles pour des commerces.
Donc, on a parlé de la manière dont les entreprises pouvaient utiliser l'IA. Ici, en fait, on vous a mis des exemples d'entreprises ligériennes. Il en existe évidemment d'autres qui offrent justement des solutions en matière d'IA, hein, qui proposent des solutions innovantes. Et donc, c'est également donc ce type d'entreprise spécialisée dans ces nouvelles technologies qui peuvent également finalement accompagner les autres entreprises dans leur développement. Donc, à partir de là, je vous propose de rentrer un peu plus dans le détail des impacts de l'IA donc sur le monde du travail. Donc, tout d'abord, on va partir en fait d'une étude qui a été réalisée par l'OCDE de manière à prendre un petit peu d'auteur. Donc, c'est une étude récente hein, qui date de 2023, mais ces résultats ont été confirmés en 2025 par une étude conduite par le BIT. Donc, l'objectif était de mettre en avant les opportunités et les risques associés justement à l'intégration de l'IA pour les entreprises. Donc, c'est vrai qu'on entend beaucoup en fait parler des craintes des entreprises liées à d'éventuelles en fait pertes d'emplois, destruction d'emplois suite justement à l'intégration de l'IA. Donc, ces analyses qui ont été faites à la fois sur le secteur manufacturier et sur le secteur financier permettent finalement de nuancer un petit peu ces menaces, puisque ce qu'elles mettent en avant, c'est que la grande majorité des entreprises vont faire face en fait à cette évolution, non pas en détruisant des emplois, mais en améliorant les compétences internes. C'est-à-dire qu'elles vont faire en fait évoluer les compétences qui sont déjà présentes en leur sein. Elles vont également proposer des reconversions au sein même de l'entreprise auprès donc de certains salariés dont les métiers justement seraient amenés à fortement évoluer. Donc ça, c'est ce qui ressort voilà, comme étant le plus important. Vous le voyez, pour 64% en fait, des entreprises du secteur financier et pour 71% des entreprises du secteur manufacturier. Et ce qui ressort en deuxième, c'est l'importance également de la sous-traitance auprès d'autres entreprises, auprès d'entreprises extérieures. Donc ça fait le lien finalement avec ce que je vous ai montré précédemment sur l'application au territoire ligérien. Et ça concerne du coup principalement les plus petites entreprises, à savoir que certaines PME, à défaut de pouvoir peut-être mettre en place des systèmes très structurés en matière d'IA, commencent en fait à sous-traiter ces méthodes auprès d'entreprises extérieures à la leur, donc d'offreurs de solutions. Et donc, ça veut aussi dire que pour les territoires, ça relève en fait d'un enjeu finalement stratégique de disposer de ce type de compétences sur place pour du coup pouvoir les proposer aux autres entreprises et les aider à se développer. Donc, à partir de là, ce qu'on constate, c'est qu'il y a vraiment un impact différencié selon les secteurs d'activité et que ces impacts en fait différenciés s'expliquent notamment par les métiers qui composent donc les différents secteurs d'activité. Donc, tout d'abord, on a des métiers qui vont être en fait impactés, qui sont impactés de manière assez marginale. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas du tout être impactés, qu'ils vont être complètement épargnés, mais comparativement à d'autres secteurs d'activité, ils sont quand même assez peu touchés. Donc, ça va concerner donc les métiers manuels et techniques
qui eux, en fait, vont requérir des compétences plutôt pratiques et qui vont nécessiter de s'adapter à des environnements réels. C'est là qu'on va retrouver, par exemple, les agriculteurs, mais également des professions artisanales comme les menuisiers, les plombiers, voilà. On a également donc les métiers qui sont liés aux soins et à l'accompagnement humain, puisque là, on est encore sur des professions où l'interaction en fait humaine reste très importante, euh, avec des compétences sociales, avec de l'empathie, voilà, autant de savoir-faire aujourd'hui qui ne sont pas encore, en tout cas, généralisés par l'IA. Donc, ça va comprendre voilà, les métiers de la santé comme les infirmiers, les aides-soignants, même si, encore une fois, on est sur un secteur, on y reviendra un petit peu plus tard, qui va quand même amener, évidemment, intégrer l'IA pour certaines de ces professions. Les métiers créatifs et artistiques qui vont nécessiter quand même de l'originalité et une expression personnelle, à l'image des artistes, de musiciens, des écrivains. L'IA peut aider en fait ces professions sur certains aspects techniques, mais aujourd'hui, la dimension créative et émotionnelle, euh, elle reste encore assez peu automatisable. Et enfin, les métiers qui vont nécessiter plutôt une prise de décision complexe et donc qui vont impliquer des capacités d'analyse, d'éthique, mais également de compréhension contextuelle. Donc là, on va avoir des métiers comme les chercheurs, comme les avocats, comme les chefs d'entreprise. Donc, à côté de ces métiers qui sont, de ces secteurs qui sont moins impactés, euh, on identifie, et c'est là qu'on va vraiment donc baser notre analyse, des métiers qui sont réellement en cours donc de transformation. Donc, la transformation en fait de ces métiers, elle s'explique donc par l'intégration donc de l'IA et qui permet en fait notamment de robotiser donc de manière intelligente l'industrie, mais également donc d'automatiser les process dans les fonctions support. Donc, concernant en fait l'automatisation via l'IA de l'activité industrielle, on voit là d'ores et déjà tout un tas donc de nombreux développements. L'automatisation déjà des tâches répétitives. Donc, par exemple, l'IA, elle permet d'assembler les pièces, de trier, de classer, d'inspecter. L'IA, elle est également donc beaucoup aujourd'hui utilisée dans l'industrie pour optimiser les processus de production ainsi que les flux de matière dans la logistique. Elle est également beaucoup utilisée pour faire de la maintenance prédictive, puisque elle va aider en fait à détecter des anomalies, à prévoir des pannes, mais également à optimiser en fait des plannings de maintenance. Euh, Parmi également les exemples les plus couramment cités par les entreprises qu'on a interrogées, il y a le contrôle qualité, dans la mesure où, grâce à l'IA, certaines entreprises vont réussir en fait à détecter des défauts qui étaient jusqu'à présent invisibles à l'œil humain, et donc du coup gagner évidemment en efficacité et en productivité. Elle peut également faciliter l'amélioration, permettre une amélioration en fait continue des process. Donc tous ces exemples en fait que je vous donne, pour la plupart en fait, ils émanent d'entretiens que l'on a réalisés auprès des entreprises et donc vous trouverez dans la publication plusieurs du coup exemples concrets d'entreprises du territoire ligérien qu'on a interrogés avec donc des verbatims
qui vont vous permettre justement d'illustrer évidemment tous ces cas. Donc, on a parlé en fait de l'intégration de l'IA dans l'activité industrielle, mais ce qui est également très important de prendre en compte, c'est l'automatisation des process dans les fonctions support, puisque les fonctions support, elles, en fait, elles sont communes, transversales à tous les secteurs d'activité. Elles sont présentes dans l'industrie, elles sont présentes dans les services, mais également dans le commerce, dans le BTP. Et en ça, l'intégration de l'IA dans ces fonctions support impacte évidemment fortement les emplois. Donc, on peut donner, par exemple, dans la fonction de tout ce qui relève du secteur administratif et bureautique, on peut donner donc des exemples, à savoir que l'IA va permettre de trier des emails, de classer de manière automatique des documents. On a également donc toute la fonction dédiée à la comptabilité et la finance qui est impactée par la saisie automatique des factures, par les rapprochements bancaires, par l'identification d'anomalies et même la proposition de corrections. L'IA est également de plus en plus utilisée dans les ressources humaines pour trier notamment les CV, même si là aussi, c'est pas sans poser de questions en matière éthique. Elle peut aider à formuler des réponses automatiques auprès de candidatures, à planifier des entretiens, à gérer les congés et donc faire gagner du temps aux entreprises. Elle est également utilisée dans les fonctions marketing et communication. C'est là qu'on va retrouver toute la création automatique de contenu, en fait, les publications sur les réseaux sociaux, les campagnes marketing, etc. Et évidemment, dans les relations clients, via l'utilisation croissante des chatbox. Donc, à ce stade-là, ce qui est également, en fait, important pour moi, du coup, de mettre en évidence, c'est que cette automatisation des tâches répétitives permise donc par l'IA au sein des entreprises, elle va également du coup impacter les compétences présentes dans les entreprises. C'est-à-dire que les salariés en fait qui vont avoir du coup en partie des tâches qui vont être automatisées vont pouvoir finalement passer plus de temps sur d'autres tâches et vont surtout, en fait, progressivement devoir intégrer de nouvelles manières de travailler au sein même de l'entreprise. Donc, en fait, l'intégration de l'intelligence artificielle dans les process des entreprises va impliquer de repositionner l'humain, l'homme, au cœur du processus de l'entreprise. C'est vraiment là le message, moi, que je veux faire passer, c'est que on n'est pas en fait sur une substitution, on est vraiment sur une complémentarité. Et donc, progressivement, les salariés, l'homme va devoir intégrer l'IA dans ses process de travail, mais du coup, renforcer ses propres compétences pour pouvoir justement travailler en quelque sorte avec l'IA. Donc, parmi les compétences, il y a, donc vous le voyez, les compétences cognitives. Donc là, ça va être tout ce qui va permettre en fait d'accroître, on va dire, son esprit critique. C'est-à-dire que au fur et à mesure que l'IA va être utilisée dans l'entreprise, l'homme, il va devoir également accroître sa capacité d'interprétation, de validation finalement de ce qui va être également proposé par l'IA, de manière à être en capacité d'évacuer en fait et de limiter les risques de biais. Donc ça sera clairement en fait encore attribué à l'humain et même de plus en plus. Il y a également tout ce qui va relever des compétences techniques, à savoir que les entreprises, du coup, vont devoir augmenter leurs compétences en matière d'utilisation des outils du numérique. Pas seulement auprès donc, des salariés qui vont
travailler dans des domaines informatiques, mais également des autres, puisqu'à partir du moment où l'IA va davantage être intégrée dans les entreprises, il va falloir que de manière générale, chacun finalement maîtrise davantage les outils du numérique, donc les données, leur gestion, etc. Ça va être également mettre encore plus l'accent sur les compétences émotionnelles et sur les compétences relationnelles. L'utilisation croissante de l'IA va impliquer de travailler encore plus en équipe, va impliquer de travailler davantage en fait en pluridisciplinarité. Donc, ça va nécessiter davantage d'écoute, voilà, de sens relationnel. Ça va nécessiter d'avoir une communication également plus claire. Et enfin, on peut également dire qu'il va falloir accroître ses compétences créatives de manière à finalement progressivement co-créer. Donc, c'est-à-dire que l'homme, en fait, va devoir diriger, en quelque sorte, encadrer la créativité qui va, elle, pouvoir être développée par les machines, par l'IA. Mais c'est bien, en fait, l'homme qui sera finalement, en quelque sorte, à la tête du processus quand même de création et de direction, en quelque sorte, de cette co-création. Donc, ça veut dire apprendre à lier intelligence humaine et intelligence artificielle. Enfin, on a donc des métiers qui vont être créés, des nouveaux métiers qui vont émerger, qui commencent à émerger dans le champ de l'IA et qui concernent en fait donc les champs du développement informatique, de la maintenance et de l'amélioration des systèmes d'intelligence artificielle, les champs de la cybersécurité pour évidemment limiter les risques de fraude, l'apprentissage informatique et le champ de l'analyse de données. Donc, ce qu'il faut bien avoir aussi en tête là pour les territoires, c'est que ces nouveaux en fait métiers, ils constituent quand même de véritables enjeux en fait pour les territoires. Au moins pour trois raisons. La première, c'est qu'ils vont contribuer en fait à l'accélération de la productivité des entreprises, puisque en automatisant du coup des tâches répétitives, les entreprises vont se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Le deuxième enjeu, c'est qu'ils vont créer de la valeur dans de nouveaux secteurs d'activité, à l'image de la santé prédictive, des véhicules autonomes, voilà, où il va y avoir des leviers très importants. Et enfin, ils vont permettre d'accélérer l'innovation des territoires en proposant des nouveaux services et des nouvelles manières de travailler. Donc, à l'échelle du département de la Loire, on estime à partir de là à un peu moins d'un emploi ligérien sur deux, donc soit 46%, qui va être fortement ou très fortement impacté par l'IA. Donc ici, vous avez les secteurs d'activité dans lesquels moins de 25% des emplois de la Loire vont être concernés. Donc on va retrouver l'agriculture, des secteurs comme la restauration, l'hébergement médico-social. On a donc des secteurs d'activité dans lesquels entre 25% et 50% des emplois de ces secteurs seront concernés, impactés par le déploiement de l'IA. On va retrouver donc le commerce, la construction et des activités comme la santé et l'enseignement. Donc, encore une fois, on n'est pas sur un non-impact, hein, on est sur un impact faible. Mais typiquement, dans le domaine de la santé, les métiers comme la radiologie, tout ce qui relève de l'appareillage médical, même de certaines spécialités médicales, sont d'ores et déjà évidemment impactés par l'IA. De la même manière, dans le bâtiment, les maîtreurs et certains techniciens utilisent évidemment ces méthodes. Et en fait, ce qui ressort, c'est que c'est principalement donc dans les secteurs de l'industrie et
et les services en fait aux entreprises que les impacts seront vraiment très importants. Donc, vous le voyez dans les secteurs en fait situés en haut à gauche, on va être entre 50 et 75% des emplois qui vont être fortement impactés par l'IA. Donc, c'est là qu'on va retrouver les machines et équipements, la métallurgie, l'agroalimentaire, l'administration publique, les activités juridiques, comptables. Et en haut à droite, là, vous avez des secteurs pour lesquels plus de 75% des emplois vont être en fait impactés par l'IA. Et c'est là qu'on va retrouver le transport, entreposage logistique, tout ce qui relève des activités financières, d'assurance ou des télécommunications. Les diapositives suivantes, je ne vais pas vous les détailler, mais vous les aurez en fait à disposition avec les supports. Là, l'idée, c'était davantage justement de rentrer dans le détail de ces secteurs qui vont être fortement ou très fortement impactés et de vous montrer un petit peu donc ce que ça représente en termes d'emploi. Donc là, vous avez les secteurs industriels qui vont être les plus touchés à l'échelle de la Loire. Et là, vous avez les principaux secteurs de services qui vont donc également être très impactés. Je termine cette présentation par des perspectives et des réflexions sur la manière finalement d'accompagner cette mutation. Donc, tout d'abord, ce qui paraît en fait vraiment relever d'un enjeu primordial pour les territoires et stratégiques, c'est la formation. En fait, pour que les entreprises soient en capacité d'intégrer de plus en plus l'IA et pour accompagner du coup ces entreprises dans ces évolutions, il faut que les acteurs de la formation adaptent leur offre de formation et évidemment, ils ont déjà bien commencé à le faire. Ça passe notamment par 3 briques que l'on a identifiées. La première, c'est former vraiment au métier de l'intelligence artificielle. Là, l'objectif, c'est monter en compétence dans le domaine de l'IA et donc renforcer l'enseignement supérieur en matière de mathématiques, de programmation informatique et de gestion de données, et également d'augmenter l'activité de recherche. Et c'est grâce à ces formations-là qu'on va notamment pouvoir augmenter nos ressources dans les nouveaux métiers, en fait, en matière d'intelligence artificielle. Deuxième enjeu, c'est former les utilisateurs de l'IA. Les utilisateurs, c'est en fait toutes les entreprises qui ne travaillent pas directement dans le secteur de l'intelligence artificielle. Donc, c'est toutes celles qu'on a évoquées, la santé, la métallurgie, l'agroalimentaire, les services, etc. Mais qui, pour autant, vont du coup intégrer ces technologies au sein donc de leur process. Donc, il va s'agir en fait dans les formations finalement de médecine, de droit, d'économie, etc., d'intégrer de plus en plus des cursus, des briques dédiées à l'intelligence artificielle, de manière à ce que ces étudiants qui soient les futurs salariés de nos entreprises soient en capacité dans l'exercice donc de leur métier d'utiliser ces méthodes-là. Donc, ça veut dire faire en sorte qu'ils augmentent en fait leurs connaissances dans les applications de l'intelligence artificielle, les aider à préparer les données, à découvrir les logiciels, à maîtriser les notions éthiques. Donc, tout ça, c'est des petites briques qu'il va falloir finalement intégrer progressivement dans tous les cursus de formation, et y compris, j'en ai pas parlé jusqu'à présent, mais dans la formation continue, puisque il est question évidemment de la formation initiale qui va concerner les étudiants et donc les futurs salariés de nos entreprises, mais c'est également évidemment important que les organismes de formation soient en capacité de proposer de la formation continue pour pour accompagner en fait et faire adapter, évoluer les compétences des salariés déjà présents dans les entreprises. Enfin,
Troisième brique, il va s'agir de former les managers, les chefs d'entreprise à l'intelligence artificielle, puisque l'IA, on l'a vu, en fait, elle impacte également de manière plus générale sur l'organisation du travail. Elle permet en fait d'améliorer l'efficacité des entreprises, de développer de nouveaux produits, de mieux comprendre les besoins clients. Donc ça signifie finalement pour les chefs d'entreprise également d'intégrer finalement tous ces concepts-là et d'essayer de réfléchir à la manière de structurer l'utilisation de l'IA au sein de l'entreprise pour la rendre plus efficiente. Cela implique en fait une gestion intégrée des systèmes d'information, également une capacité à coordonner davantage toutes les compétences pluridisciplinaires de ses salariés, mais également d'être conscient évidemment de toutes les limites, hein, et donc travailler sur l'éthique, les biais et la cybercriminalité. Je termine cette présentation par quelques perspectives. Donc, pour les territoires, il nous paraît essentiel donc de renforcer la dynamique territoriale, évidemment, en matière d'intelligence artificielle et de s'appuyer donc sur les ressources du territoire. Donc, cela passe par la création d'un environnement favorable à l'innovation, en soutenant du coup la recherche en matière d'IA via des incubateurs, des pépinières d'entreprises, des clusters technologiques. Cela passe par la formation de la main-d'œuvre locale aux compétences de l'IA. Donc, c'est ce que je viens de développer. Et c'est important de dire que aujourd'hui, le territoire en fait ligérien et plus particulièrement stéphanois est déjà bien structuré en matière d'enseignement dédié à l'IA avec plusieurs organismes de formation, l'université Jean Monnet, l'école des mines, l'école centrale Télécom ST, enfin plusieurs structures de formation qui proposent déjà une offre de formation en matière d'IA. En tout cas, voilà, il s'agit évidemment de la consolider et d'aller plus loin. Cela passe par faciliter l'accès aux données et aux infrastructures numériques, donc réfléchir aux data centers. Autre enjeu, c'est favoriser l'intégration de l'IA dans les services publics de manière en fait à améliorer l'accès aux services à distance. Et donc, c'est une IA qui pourrait finalement aider également tous les citoyens. Et là, on sort du coup du cadre même de l'emploi en fait, mais voilà, de manière à ce que ce soit vraiment un service à la population. Et enfin, pour les territoires, il s'agit de soutenir l'éthique et de réfléchir à une gouvernance de l'IA, puisque si on voit que le développement de l'IA relève d'un véritable enjeu pour les territoires pour développer également, contribuer au développement économique, ça paraît en fait extrêmement important de prendre en compte la régulation de l'IA de manière à répondre aux défis de la sécurité, de l'éthique et de la durabilité. Voilà, j'en ai terminé pour cette présentation et si vous avez quelques questions à me poser ou besoin d'éclaircissement, n'hésitez pas via le chat à le faire, voilà, à vous exprimer. Alors, l'impact écologique et l'usage de l'IA, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas du coup traité dans le cadre de notre publication, puisque faut savoir que cette publication, à la demande des partenaires, rentrait dans le cadre de l'Observatoire de l'économie. Donc, voilà, on était vraiment sur une réflexion sur les impacts sur l'emploi. Toutefois, effectivement, enfin, voilà, l'impact écologique, il est quand même réel. Et c'est vrai qu'on voit que justement dans les réflexions, notamment des territoires pour la mise en place des data centers, ça fait partie des questions importantes, puisque les data centers vont avoir l'avantage de concentrer, de mutualiser sur un même lieu
les flux de données et donc de gérer finalement au niveau plus local les flux d'informations. Mais à côté de ça, effectivement, on sait que en matière d'énergie, ça occasionnera également du coup des impacts euh, plus néfastes, on va dire, voilà, en matière d'écologie. Il y a notamment des structures comme l'AFNOR qui travaille également oui, beaucoup sur ces questions-là. On le voit, en fait, on est sur des technologies qui sont en plein essor. J'ai parlé tout à l'heure de croissance exponentielle, mais effectivement, on voit bien qu'en parallèle, il y a tout un cursus justement euh, euh, autour de l'aspect réglementaire, que ce soit réglementation en matière environnementale ou réglementation en matière juridique, euh, qui prend également de plus en plus d'importance pour justement essayer de réfléchir en parallèle sur tous les risques que ça peut amener et donc sur la manière dont les territoires peuvent finalement trouver un équilibre entre utilisation de ces technologies et impact négatif, on va dire, modéré. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vous propose de conclure ainsi ce webinaire. Voilà, j'espère que cette présentation vous a intéressé. Je vous remercie en tout cas pour votre attention.